Le terrorisme a une histoire. Ce film donnera la parole à ses acteurs, anciens terroristes, juges, avocats et enquêteurs. Il mettra en évidence les influences idéologiques, les liens entre les différentes organisations, les échanges de savoir-faire. Au début des années 70, le Front populaire de libération de la Palestine a ouvert ses camps d'entraînement à tous les groupes armés de la planète. Revendiqués par le FPLP, les Japonais de l'armée rouge pratiquent en 1972 le premier attentat suicide à l'aéroport de Lod, en Israël. La même année, le Fatah emboîte le pas du terrorisme publicitaire en perpétrant le massacre de la délégation israélienne des Jeux Olympiques de Munich. Exclu du FPLP après la prise d'otage de l'OPEP, le Vénézuélien Carlos forme son propre groupe en 1975. Son parcours incarne la dérive dans le mercenariat politique et les collusions du militantisme pro-palestinien avec les milieux néo-nazis. Alors que la violence terroriste frappe partout en Europe, les Palestiniens du Fatah forment les cadres de la République islamique d'Iran. L'ayatollah Khomeini, qui a pris le pouvoir en 1979, sacrifie des bataillons d'enfants kamikazes dans le conflit avec le voisin irakien et envoie ses gardiens de la révolution créer le Hezbollah au Liban. Le groupe chiite libanais s'illustre dès 1982 par une série d'opérations suicides et simultanées. 4 ans plus tard, en raison d'un contentieux sur le dossier nucléaire, l'Iran déverse sur Paris un déluge de bombes. Pendant ce temps, en Afghanistan, les combattants du djihad mondial en lutte contre les soviétiques s'apprêtent à retourner leurs armes contre l'Amérique. « 15 février 1989. Les colonnes de blindés traversent les plaines afghanes en direction de Moscou. Après 9 ans de guerre, l'URSS a capitulé. Symbole de la défaite, cette image du général Gromov, le chef des armées soviétiques, le dernier militaire du cortège à passer la frontière, à pied. Vaincu sur le front afghan, l'Empire soviétique l'est aussi au regard de l'histoire. 3 mois auparavant, le mur de Berlin s'est effondré, mettant fin à son empire. Serait-ce la fin de l'histoire, comme l'a prophétisé peu de temps auparavant le philosophe américain Francis Fukuyama? Le terrorisme international, qui avait fertilisé sur le terreau de la guerre froide, semble révolu. Les révolutionnaires qui avaient porté l'idéalisme d'un monde nouveau, en s'engageant dans la violence politique, ont été laminés ou marginalisés. À partir de 90-91, il n'y avait plus de soutien et l'ensemble des phénomènes ou des liens ou des relations qui existaient avant ont disparu. Et donc tous ces gens-là, qui continuaient sur leur propre trajectoire, étaient considérés à tort ou à raison, je pense plutôt à raison qu'à tort, comme des personnages potentiellement dangereux et donc n'ont plus eu les soutiens. Donc ils se sont trouvés un peu persona non grata, aérés et à passer de pays en pays pour trouver finalement un pays refuge. Si les desperados du terrorisme international, tels que Carlos ou l'armée rouge japonaise, ont quitté la scène, une nouvelle menace est apparue au cœur de New York. New York, qui est devenu le centre, mais aussi la cible des nouveaux opposants aux États-Unis dans le monde. C'est au fil d'une longue enquête, commencée en 1987, que John Anticeff et Louis Napoli, 2 agents de la cellule antiterroriste du FBI, ont découvert qu'elle était désormais portée par une idéologie à laquelle ils n'avaient encore jamais été confrontés.
En 1987 et 1988, le détective Napoli et moi-même, nous avons commencé à enquêter sur un phénomène qui se produisait à Brooklyn. Certaines personnes y étaient recrutées parmi la population musulmane. Peu importait leur origine, ces personnes pouvaient venir d'Afrique du Nord comme d'Indonésie. Cela pouvait aussi être des convertis. Et la raison pour laquelle elles ont été recrutées, c'était pour être formées au maniement des armes, pour aller se battre en Afghanistan contre l'Union soviétique. Tout cela était organisé par un individu nommé Abdullah Azzam. Qui était Abdullah Azzam? Je ne peux que le définir comme le George Washington des combattants de la liberté en Afghanistan. C'est sous sa direction qu'a été organisé le recrutement de ces gens venus du monde entier pour aller d'abord au Pakistan, puis du Pakistan en Afghanistan. L'enquête que le détective Napoli et moi-même avons menée, c'était d'essayer de comprendre quelles étaient leurs structures de recrutement ici à New York. Et lorsque le rabbin extrémiste Meir Kahane est abattu le 5 novembre 1990 dans son hôtel de Manhattan par un certain Saïd Nosser, un citoyen américain d'origine égyptienne, la menace se précise. Nosser, blessé lors de l'attentat, est arrêté et interrogé. Et plus nous parlions à l'entourage de Nosser, plus on se familiarisait avec le concept du djihad. Ce qui, à ce moment-là, était pour nous très intéressant, parce que nous savions que beaucoup de personnes avaient quitté l'Amérique pour aller combattre en Afghanistan pour de courtes périodes. Nous avons appris qu'un de ses cousins était allé en Arabie Saoudite, tenter d'obtenir de l'argent. Il faisait la collecte de fonds pour financer la défense de Nosser. Et l'une des personnes qu'il a rencontrées en Arabie Saoudite et qui lui a fait un don de $20 000 s'appelait Oussama Ben Laden. Ben Laden a donné $20 000 pour financer la défense de Nosser. Ce fonds de soutien a été plus tard utilisé pour aider à la fabrication de la bombe qui a explosé lors du premier attentat contre le World Trade Center. Le 26 février 1993, la bombe qui explose dans les sous-sols du World Trade Center fait 6 victimes et plus de 1000 blessés. Financé par Khalid Sheikh Mohammed, futur numéro 3 d'Al-Qaïda, dont la trace se perd en Afghanistan, l'attentat a été perpétré par son neveu, Ramzi Youssef, membre d'un réseau proche de la Jama'a al-Islamiyya. Le FBI comprend que les membres du réseau terroriste avaient tous été interrogés 3 ans plus tôt, lors des investigations sur l'assassinat du rabbin Kahane. Au cours de l'enquête sur Al-Saïd Nosser, nous sommes devenus très familiers avec son premier cercle, avec des gens tels que Mahmoud Abou Alima, par exemple. Louis et moi, on essayait depuis un bon moment de le recruter pour qu'il devienne l'un de nos indicateurs. Le plus tragique dans tout cela, alors qu'il parlait au FBI et que nous essayions de le recruter, c'est qu'il allait devenir l'un des poseurs de bombes du premier attentat contre le World Trade Center. Au fil de l'enquête, le FBI identifie celui qu'on appelle le Cheikh aveugle, Omar Abdelrahman. C'est lui qui avait fait assassiner le président Anwar el-Sadat. Des États-Unis où il réside depuis 3 ans, il a délivré une fatwa encourageant les attaques de banques et le meurtre d'Américains et de Juifs. Omar Abdelrahman, le chef de la Jama'a al-Islamiyya égyptienne, apparaît comme le cerveau de l'attentat contre le World Trade Center. Il est arrêté le 24 juin 1993 et condamné à la prison à vie. Un temps, l'attaque contre l'Amérique paraît neutralisée. Si le FBI ignore encore les conséquences à venir, ses agents savent qu'ils ont eu affaire aux dividendes du djihad mené par les combattants arabes en Afghanistan. Car c'est là, en Afghanistan, que convergent toutes les pistes. Après l'ère soviétique, l'Afghanistan va devenir en lien avec le Pakistan ou des organisations pakistanaises de type Pashtun ou des membres des services de renseignement pakistanais ou de l'appareil d'État pakistanais va venir en soutien
donc pour continuer dans la période post, guerre froide, où l'Afghanistan va devenir le creuset et la matrice du djihadisme mondial. C'est des milliers qui sont partis. Alors je ne parle pas que de l'Algérie, il y a eu aussi de Tunisie, du Maroc, d'Arabie Saoudite, d'Irak, etc. Et tout ce monde-là, hein, en réalité, il jouait un jeu très complexe. D'un côté, il acceptait de travailler pour les Américains contre les Soviétiques, mais d'un autre côté, pour eux, c'était une occasion de se faire la main pour revenir ensuite faire, comme il disait, la révolution islamique chez eux. C'est ça le but. Et donc, l'affaire de l'Afghanistan, c'est devenu le détonateur mondial du terrorisme. C'est à partir de l'Afghanistan que tout va se lier, l'ensemble des opérations, toute la menace islamiste radicale mondiale. Pendant la guerre froide, les États-Unis, qui armaient les combattants afghans, observaient avec une certaine bienveillance ces renforts arabes dans leur lutte contre les soviétiques, sans comprendre qu'ils seraient bientôt leur prochaine cible. Mark Seigeman était agent de liaison pour la CIA. Basé au Pakistan, il apportait un soutien logistique aux moudjahidines afghans. J'étais un agent non déclaré auprès des Pakistanais. Dans un sens, mon rôle était de leur faire confiance, mais aussi de les surveiller, tout en soutenant la résistance afghane. J'ai donc rencontré de nombreux commandants de la résistance de manière clandestine, en utilisant pour cela des navires commerciaux, car comme je l'ai dit, je n'étais pas déclaré auprès des Pakistanais. Au début, les djihadistes arabes qui partaient pour l'Afghanistan s'inséraient à un cadre vaguement humanitaire. Ils n'ont pas tardé à prendre les armes. Vers 1986-1987, certaines des personnes qui soutenaient la résistance afghane ont aussi voulu se battre. Et ils se sont rassemblés autour d'Oussama Ben Laden, qui avait créé un camp appelé Al-Masada, dans la région de Jaji al-Likhel. Abdul Rahman, le cheikh aveugle, incarcéré aux États-Unis. Abdullah Azzam, assassiné en 1989, vraisemblablement sur ordre de Zawahiri, futur numéro 2 d'Al-Qaïda, en raison de querelles internes. Oussama Ben Laden, qui a remporté une éclatante victoire militaire contre les soviétiques en 1987, se trouve en position de briguer la tête du mouvement djihadiste mondial. Son père, qui avait des liens étroits avec la famille royale saoudienne, était l'un des hommes les plus riches du monde. Oussama a été fortement influencé par les idées des frères musulmans, et en particulier par le frère de Saïd Qutb, Mohammad Qutb, qui à cette époque était enseignant en Égypte. Algérie, 1991. Sous la pression internationale, le FLN, devenu un parti autoritaire, pétrifié par plus de 25 ans de pouvoir sans partage, se résout à organiser des élections démocratiques. Mais le fils, le Front islamique du salut, le parti d'Ali Belhadj et d'Abbassi Madami, obtient la majorité au premier tour des élections législatives. Le processus démocratique est immédiatement interrompu et le fils, dissous par le pouvoir. Beaucoup se sont laissés berner par des apparences. Parce que eux, les islamistes disent qu'ils sont pour la démocratie, qu'ils sont pour le progrès. Et donc il y a eu un changement de gouvernement. On a fait venir le président Boudiaf. Quand Boudiaf est venu, il m'a appelé. Je me suis retrouvé chef du gouvernement. L'AIS, la branche armée du fils, rejointe en 1994 par les GIA, les groupes islamistes armés, prennent le relais.
Le GIA s'est créé en Afghanistan. C'est lorsque l'affaire d'Afghanistan, lorsque les soviétiques sont partis, les types se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? Et alors ils se sont organisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour revenir ici, faire le terrorisme. Et puis un beau jour, on s'est réveillé ici avec des défilés monstres, avec des gens habillés en tenue afghane, organisés. Ben Laden, à ce moment-là, était installé à Khartoum. Et c'était le grand argentier de l'intégrisme international. Le fils n'était même pas capable de faire lui-même ses propres slogans. Et alors, c'est Ben Laden qui lui faisait. Et ça, c'est en 92, authentique. Et deuxièmement, les frères musulmans, ils sont à la base de tout. Les frères musulmans, hein, ils sont nés en Égypte, hein, en 26 ou quelque chose comme ça, et ils ont échemmé partout. Et alors, toutes les organisations qui sont nées, hein, viennent des frères musulmans. Et des organisations extrémistes. Hein. Le terrorisme vient de là. Enfin, il n'y a pas d'autre explication. Les frères musulmans recouraient au meurtre pour imposer leurs idées. Des villages entiers sont massacrés. Les bombes soufflent plusieurs bâtiments des villes algériennes, faisant de nombreuses victimes. La répression est sévère, sans parvenir à mettre fin à une guerre civile qui, en 10 ans, fait près de 200 000 morts. Zor Adrif, qui avait posé en 1956 la bombe du Milk Bar, est à nouveau confronté au terrorisme. Cette fois, dans le camp de ses victimes. Car ce sont les laïcs algériens qui sont la cible des extrémistes religieux. Vous savez, on s'est battu contre les Français. L'armée française vous dit qu'on a tué, etc. On s'est battu. On n'a pas été plus cruels qu'ils ne l'ont été. On s'est battu avec les moyens que nous avions. Mais on a vécu, nous, une violence terrible. Et en même temps, ce sentiment que ces gens-là n'étaient pas de nous, c'était notre peuple. Donc ça a été, nous, entre nous, un moment terrible. On a tué tous les intellectuels qui étaient là. Hein, Bou Khobza, sociologue, Ashla, directeur de l'école des Beaux-Arts, lui et son fils dans son bureau, le docteur Belkhanchir, en plein travail dans son hôpital, etc. Il y a eu des choses... beaucoup d'intellectuels ont été ciblés pour décérébrer en quelque sorte l'Algérie. Ça a été peut-être pire que la période de lutte pour l'indépendance. D'abord parce que vous vous battez contre les vôtres. C'est terrible d'avoir... c'est votre voisin, c'est votre frère. En 1994, les GIA tentent d'exporter le djihad en France. Le 24 décembre, un commando algérien détourne un vol d'Air France. Le GIGN réussit à reprendre le contrôle de l'avion en tuant les 4 preneurs d'otages sur l'aéroport de Marseille-Marignane. Suite une campagne d'attentats dont le plus marquant a lieu à la station Saint-Michel. Il fait 8 morts et une centaine de blessés. On sera probablement le premier pays, en Europe, peut-être au monde, à prendre conscience de ces migrations et de ces fameuses filières afghanes qui vont apparaître dès 1994. Notamment avec l'affaire qui était le mouvement de la jeunesse islamique marocaine, qui sera responsable donc d'une série d'attentats au Maroc en 1994. Donc on va voir ces individus qui sont des Français de souche, convertis, qui vont être des jeunes maghrébins de la 2e génération, et qui vont être attirés par ce tropisme afghan, où il va y avoir une espèce de décentration qui va se faire entre 92-94, pour nous, le centre de la menace, c'est l'Algérie et l'Europe, c'est la France. Dans le monde, de nouveaux conflits se sont ouverts où les musulmans sont massacrés. Ce sont autant de lignes de front pour les combattants arabes d'Afghanistan, qui peu ou prou ont repris à leur compte la théorie guévariste du Foucault,
dans leur combat contre l'Occident. Au milieu des années 90, la Bosnie, le Kosovo, puis la Tchétchénie constituent cette nouvelle ligne de front. Al-Qaïda et les combattants arabes d'Afghanistan s'y déversent massivement. Shamil Bassayev, un proche de Ben Laden, rentre en Tchétchénie pour suivre le combat contre la Russie, alors que Khalid Sheikh Mohammed, le numéro 3 d'Al-Qaïda, organise le djihad en Bosnie. L'ensemble des réseaux vont passer par la Bosnie. Les Bosniaques vont se croiser avec les Afghans. Certains individus vont passer sur les deux théâtres d'opération. La Bosnie a joué un rôle important, beaucoup plus court, beaucoup moins important que le théâtre afghan, parce qu'il n'a pas perduré au-delà des accords de Dayton, mais il a joué un rôle important, un rôle incontestablement dans l'articulation et la manipulation et le rebond de ces groupes. Mais on pourrait parler d'autres zones. Hein. Il y a aussi le Kosovo un petit peu, Kosovo, et puis la Tchétchénie. De son côté, Ben Laden s'est installé au Soudan. En 1993, il y reçoit l'enseignement d'une des plus importantes figures des frères musulmans, le Soudanais Hassan al-Tourabi. Hassan al-Tourabi was actually very influential. Hassan al-Tourabi a effectivement été très influent. Tourabi faisait partie du groupe qui a renversé l'ancien régime soudanais en 1989. Peu après, il a profité de la répression du Pakistan à Peshawar contre les personnes que les gouvernements des pays musulmans considéraient comme des terroristes pour les inviter tous à Khartoum. Pendant une période d'environ 4 ans, Khartoum est devenu une sorte de parapluie qui a protégé tous les terroristes musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, et même d'autres personnes. Des indépendants tels que Carlos, le terroriste vénézuélien, qui s'est converti au terrorisme néo-djihadiste. Sur le dossier Carlos, Tourabi cède à la France qui réclame de le juger. Carlos est enlevé par les services français le 14 août 1994 à Khartoum et ramené à Paris où il sera condamné à perpétuité. Tourabi a personnellement négocié avec les Français les modalités de son enlèvement. Ce politique retors, qui a instauré au Soudan la charia, la loi islamique, a le projet de créer un centre du djihad mondial qui abolirait les conflits entre sunnites et chiites. Son ambition était de créer, pour reprendre une vieille expression soviétique, un Comintern du terrorisme. À cette époque, Al-Qaïda n'était pas très célèbre, ni même véritablement connu. La superstar du terrorisme, c'était le Hezbollah. Et c'est à Khartoum que le Hezbollah a enseigné aux autres organisations terroristes la technique des camions piégés, des voitures piégées et des attentats suicides. Toutes ces choses qui font partie des tactiques chiites, développées dans les années 80 et qui avaient été massivement utilisées contre les forces américaines et françaises à Beyrouth. Par la suite, ce genre de technique a été adopté par les organisations sunnites extrémistes. Le premier attentat suicide d'une organisation sunnite est l'attentat à la bombe contre l'ambassade d'Égypte à Islamabad en 1995, perpétré par Al-Jihad. C'est vraiment la toute première utilisation d'un camion explosif par des sunnites. Donc, comme vous le voyez, ce phénomène de diffusion, d'échange de savoir, tout cela est intervenu sous le patronage de Hassan al-Tourabi. Pour Tourabi comme pour Ben Laden, l'ennemi principal, ce sont les États-Unis, le grand Satan, qui au lendemain de la première guerre du Golfe ont installé leur base sur le territoire sacré de la Mecque. Les États-Unis, qui pour les islamistes, tentent d'imposer la laïcité occidentale au monde musulman. وتسفك دماؤها ويعتدى على مقدساتها وتحكم بغير ما أنزل الله.
Afin de réaliser son projet de Comintern du djihad mondial, Tourabi invite à Khartoum 3 personnalités qui se sont distinguées par leur combat et leur fanatisme. Le wahhabite saoudien Oussama Ben Laden, qui rêve d'en découdre avec les États-Unis. L'Égyptien Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Djihad et le partenaire de Ben Laden en Afghanistan. Le chiite libanais Imad Mournier, fondateur du Hezbollah, l'inventeur de l'opération Suicide au Liban et des attentats simultanés. C'est lui qui avait organisé en 1983 à Beyrouth le double attentat suicide à la voiture piégée contre les militaires français et américains. Au Soudan, Mournier, Zawahiri et Ben Laden donnent un second souffle à Al-Qaïda, cette organisation à visée mondiale créée 4 ans plus tôt en Afghanistan. L'apport d'Imad Mournier, le principal instructeur militaire de l'organisation, sera de transmettre son savoir dans la conception des attentats suicides et simultanés. Ce n'est pas par hasard si son nom a été placé en tête de liste des terroristes les plus recherchés et que de si nombreux services de sécurité dans le monde ont tenté de mettre la main sur lui. Qu'il s'agisse des Américains, des Français, des Israéliens et d'autres. Il était derrière de très nombreuses attaques terroristes survenues au Liban, en Argentine, contre les Israéliens, contre les Marines, contre les Français, contre la population libanaise. Imad Mournier, c'était en quelque sorte le chef du personnel de cette armée de terroristes. Et cela a donné confiance à des organisations comme Al-Qaïda qui ont pu maîtriser des tactiques différentes telles que les attentats suicides. Des tactiques qui ont fait leur notoriété. Bien sûr, quand Hassan al-Tourabi a quitté le pouvoir en 1996, les différentes organisations terroristes qu'il avait invitées à Khartoum ont dû partir. Elles ont ensuite évolué à leur façon. Mais cette période d'environ 4 ans, de 1992 à 1996 à Khartoum, a été extrêmement importante, cruciale dans le développement d'Al-Qaïda et d'autres organisations du terrorisme néo-djihadiste mondial. C'est un fait qui est extrêmement méconnu et qui jusqu'alors a été très peu analysé. Durant cette même période, les yeux du monde sont tournés vers d'autres territoires, d'autres enjeux. Si le terrorisme perdure, incarné par des sectes millénaristes qui, comme Aum Shinrikyo, perpètrent plusieurs attentats au Japon, notamment au gaz sarin dans le métro de Tokyo, ou par des groupuscules d'extrême droite tels que l'organisation de l'américain Timothy McVeigh, qui fait sauter un bâtiment officiel à Oklahoma City en 1995, provoquant la mort de 168 personnes. C'est surtout le Proche-Orient qui accapare l'attention. L'Occident veut voir dans les accords d'Oslo signés à Washington entre Israéliens et Palestiniens l'illustration du concept de fin de l'histoire. Une ère de paix mondiale et de démocratie établie sur les décombres de la guerre froide. Le rêve est de courte durée. Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien qui a signé avec Arafat le processus de paix, est assassiné par un extrémiste juif. « 7 août 1998. 2 attentats simultanés, l'un au Kenya, l'autre en Tanzanie, réduisent à néant les ambassades américaines. 2 attaques suicides qui font au total 224 victimes et plus de 5500 blessés. Comme tous les matins, je conduisais ma voiture pour me rendre au travail en écoutant le journal local à la radio. Ils ont dit qu'il y avait eu des attentats dévastateurs dans 2 ambassades, l'une à Nairobi et l'autre à Dar es Salaam. Alors je me suis dit, ce soir, je ne dormirai pas dans mon lit. L'après-midi même, nous étions sur le chemin de Nairobi et Dar es Salaam. Moi-même, je suis allé à Nairobi.
Nous étions sans doute sur le terrain moins de 24 heures après le déclenchement des bombes. C'était le chaos total. Les bâtiments étaient encore fumants. Il y avait encore de nombreuses victimes piégées dans ce bâtiment. L'ampleur de l'explosion, à mes yeux, était énorme. Tant de gens ont été tués. La cellule d'enquête du FBI ne tarde pas à identifier un Yéménite comme l'un des possibles complices de l'attentat. Il était très vague dans ses explications. Nous avons commencé à parler de religion. Et j'ai senti que la religion était quelque chose de très important pour lui. Je lui ai demandé s'il savait qui était Saïd Qutb. Et quand je lui ai demandé cela, il a dit « Oh, bien sûr, c'était un grand écrivain égyptien ». Et puis je lui ai demandé qui était Abdullah Azzam. Et bien sûr, il était également très heureux que je connaisse ce nom et il a voulu qu'on parle d'Abdullah Azzam. Dès qu'il m'a dit cela, j'ai compris que c'était un ancien combattant d'Afghanistan. Je ne lui ai pas demandé s'il était allé en Afghanistan en tant que combattant, en tant que moudjahidine. Je lui ai demandé « Quand avez-vous été moudjahidine en Afghanistan ?» Et il a dit qu'il avait combattu en Afghanistan dans les années 88 ou quelque chose comme ça. Il m'a dit « En 87, j'étais à Jalalabad. » Et je lui ai demandé « Avez-vous été courageux ?» Et il ne pouvait pas s'en empêcher. Il a dit « Oui, j'ai été courageux. » Alors je lui ai demandé « Au fait, il y a quelqu'un dont nous n'avons pas parlé. » « Ah oui ?» Il a dit « Qui donc ?»« Oussama Ben Laden. » Et quand j'ai dit Oussama Ben Laden, il a souri. Et j'ai compris à ce moment-là que cet homme était une bombe humaine. Mes collègues l'ont compris aussi. Et je savais qu'étant un kamikaze, il aurait dû être mort. Et parce qu'il avait survécu, j'ai pensé qu'il avait certainement eu besoin de passer un coup de fil. Il avait forcément appelé quelqu'un. Alors je lui ai mis un crayon dans la main et j'ai frappé la table en plaçant une feuille de papier devant lui en disant « Écris le premier numéro que tu as appelé en rentrant à l'hôtel. » Et de manière aussi incroyable que cela puisse paraître, il a écrit un numéro. Et ce numéro était celui du repère de Ben Laden au Yémen. Et de là, nous avons pu déterminer qu'il s'agissait d'une opération d'Al-Qaïda. Pour les Américains, Ben Laden n'est plus un inconnu. Ils savent qu'il a pris la tête de la mouvance djihadiste et qu'il est retourné en Afghanistan. Là, les talibans, ces anciens étudiants en religion qui ont pris le pouvoir en 1998, lui ont offert un sanctuaire. Pour moi, Al-Qaïda a commencé à devenir quelque chose de réel, certainement autour de 1995-1996. Parce que quand nous avons vraiment commencé à travailler et à comprendre la structure d'Al-Qaïda, nous étions toujours très conscients du fait que les moudjahidines s'étaient insérés au sein de certaines structures. Que ce soit le Maktab al-Khadamat ou le djihad islamique égyptien, deux organisations à l'origine d'Al-Qaïda. فإن جهاد الأمريكان وإن قتال الأمريكان هو من صميم الإيمان ومن صميم التوحيد. En février 1998, depuis sa tanière de Khost, près de la frontière pakistanaise, Ben Laden a déclaré la guerre aux États-Unis, appelant dans une fatwa ses fidèles à tuer des Américains partout dans le monde. Bill Clinton, le président américain, empêtré dans l'affaire Lewinsky, décide de riposter. Comme Ronald Reagan l'avait fait contre Kadhafi en 1986, après un attentat ciblant des Américains à Berlin, Clinton fait tirer 66 missiles Tomahawks en direction de deux camps d'Al-Qaïda identifiés à Khost. Our target was terror. Our mission was clear. To strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden. Les camps ont été détruits, mais Zawahiri et Ben Laden, partis la veille pour Kaboul, en ont réchappé. 2 ans plus tard, l'échec du processus de paix entériné à Camp David après de désastreuses négociations israélo-palestiniennes embrase la région. C'est la seconde intifada.
Contrairement à la guerre des pierres, au soulèvement des territoires occupés de 1987 qui avait vu naître le Hamas, les frères musulmans palestiniens, cette seconde intifada a changé de nature. Elle se fait désormais à coups d'attentats suicides. Le Fatah, c'est le mouvement de libération de la Palestine. Il contient le nom de Palestine. Le FPLP, c'est le Front populaire de libération de la Palestine. Il contient le nom de Palestine. Même le djihad islamique palestinien contient le nom de Palestine. Le groupe Amal au Liban signifie que ce sont des bataillons de libération du Liban. Il n'y a que 2 organisations dans cette région dont le nom ne fait aucune référence au territoire. C'est le cas du Hezbollah au Liban. Vous ne trouverez aucune mention du Liban dans le nom Hezbollah. Et le Hamas, c'est pareil. C'est le mouvement de la résistance islamique. Ils se voient eux-mêmes et ils se considèrent comme des frères musulmans. Ce qui signifie que leur objectif, c'est la région entière. Pas un territoire en particulier, que ce soit la Palestine, ou l'Égypte, ou l'Arabie saoudite, ou le Liban. Ce qu'ils veulent, c'est une région qui va du Maroc à l'ouest, au Pakistan à l'est. Que toute la région devienne un régime islamique. Depuis le début, le Hezbollah a émergé comme une composante des gardiens de la révolution iranien, de sorte qu'ils ont été programmés pour être pro-iraniens. Le Hamas, c'est différent. Hamas est né au sein des frères musulmans et ils n'ont rien changé jusqu'en 2001. Mais à partir de l'année 2001, après le déclenchement de l'intifada, ils se sont mis à collaborer, à travailler avec les gardiens de la révolution. Les bombes humaines explosent quotidiennement en Israël. Elles donnent lieu à l'élection d'Ariel Sharon, qui détruit les infrastructures de l'autorité palestinienne avant d'envoyer Tsahal dans les territoires. Il neutralise Arafat, qu'il accuse de manipuler la campagne d'attentats, le faisant encercler par ses chars à Ramallah. L'escalade de la violence qui a eu lieu pendant l'intifada, sa militarisation sont les conséquences de cette situation. Vous avez détruit les services de sécurité palestiniens. Et ceux-ci pourtant défendaient les Palestiniens, en plus avec une coordination israélienne. Le service général des renseignements de Cisjordanie, dirigé par Toufik El-Tarawi, est passé d'une organisation de contre-terrorisme à une organisation terroriste. Le chef et les agents de ce service ont mené des attaques terroristes. Je sais que c'est très difficile à croire, car c'est comme si le Shin Bet était devenu une organisation terroriste, comme si la CIA était devenue une organisation terroriste, comme si la DST était devenue une organisation terroriste. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas de la blague. Au sein de l'autorité palestinienne, c'est arrivé. Il y a peut-être eu certains individus qui en sont issus et qui ont pratiqué des opérations à titre individuel. Mais de façon générale, les services de sécurité palestiniens suivaient la bonne voie. Ensuite, si vous assiégez notre leader, si vous lui coupez toutes les voies de communication, comment pouvez-vous exiger de lui qu'il arrête la militarisation de l'intifada? Les attentats sont initiés par le Cheikh Yassine, le guide spirituel et militaire du Hamas, l'organisation islamiste qui a pris le contrôle de Gaza après le retrait mis en œuvre par Ariel Sharon. Les autres organisations, telles que le Fatah, qui craint de se voir enlever le leadership de l'autorité palestinienne, n'ont guère tardé à suivre le mouvement. Les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, une émanation du Fatah de Yasser Arafat, organisent des attentats suicides qui ciblent les civils, tout comme le djihad islamique et même les marxistes du FPLP. Nous avons eu recours à des opérations de ce type. Et c'est ainsi que Rehavam Zeevi, le ministre du Tourisme israélien, a été éliminé. Pouvez-vous empêcher un citoyen qui est prêt à mourir, qui se trouve en réaction avec une situation politique,
prise au milieu d'un conflit ou dans une situation que vous appellerez comme vous voudrez, pouvez-vous l'empêcher de se sacrifier? Voilà donc de quoi il est question ici. Les attentats suicides ne sont pas une ligne politique du FPLP, ni une ligne militaire du FPLP. Pour s'extraire de la spirale de la violence, Israël exécutera le Cheikh Yassine. Il a donné son accord aux attentats suicides. Il a donné son feu vert aux femmes pour se suicider, ce qui va à l'encontre des croyances religieuses islamiques. C'est lui qui en réalité a appelé au djihad contre Israël. Et pour lui, l'objectif visé par le sang, par les meurtres, était l'extermination, l'anéantissement de l'État d'Israël. Nous ne pouvions pas laisser faire une chose pareille, étant donné le prix à payer et l'incidence que ces attentats avaient sur les citoyens et sur l'avenir de l'État d'Israël. C'est pourquoi nous avons décidé de faire tout ce qui était en notre pouvoir, en rassemblant toutes les forces israéliennes pour combattre ce terrorisme venu de la bande de Gaza. Yasser Arafat, le vieux chef de guerre assiégé à Ramallah, malade, épuisé, finira par quitter la scène en 2004, suivi 2 ans plus tard de son adversaire de toujours, Ariel Sharon, terrassé par une attaque cérébrale. Une époque est révolue, une autre se dessine. Elle se télescope au tournant du siècle. Le 12 septembre 2000, un attentat suicide revendiqué par Al-Qaïda contre l'USS Cole, un destroyer américain basé au Yémen, fait 17 morts parmi l'équipage. Un mois plus tard, rentré au Japon sous une fausse identité, Fusako Shigenobu est arrêté à Osaka. Le leader historique de l'armée rouge japonaise, l'organisation qui avait pratiqué le premier attentat suicide à l'aéroport de Lod en 1972, est placé en détention le 8 novembre 2000, le jour de l'élection de George W. Bush à la présidence des États-Unis. Vient alors l'année 2001. En Afghanistan, les grands bouddhas de Bamiyan, vieux de 15 siècles, classés au patrimoine de l'humanité, sont dynamités au mois de mars par les talibans, comme une déclaration de guerre à l'Occident. Elle dit « Vos trésors sont des idoles. Ce qui n'est pas islamique doit disparaître. » Le 9 septembre, le commandant Massoud, le héros de l'Alliance du Nord en guerre contre les talibans, l'homme des Américains, est tué dans un attentat suicide. 2 événements distincts, et pourtant, 2 signes d'un même présage. Le 11 septembre, je ne faisais plus partie de la cellule d'enquête antiterroriste. J'avais voulu revenir à un bon vieux travail de police au sein du FBI. J'avais quitté la cellule antiterroriste et je travaillais sur le crime organisé depuis quelques années. Ce jour-là, j'étais dans ma voiture. Je venais de Brooklyn en passant par le World Trade Center. Et quand le World Trade Center m'est apparu et que j'ai vu la taille du trou, je me suis dit, ce n'est pas un petit avion qui a fait ça. C'est quelque chose de grand. Et ce n'est pas un accident. Ça ne pouvait pas être le cas par un temps aussi dégagé. Il s'agit d'une attaque. Et mon frère est aussi un agent du FBI travaillant sur le terrorisme. Alors je suis allé le trouver et je t'ai trouvé, toi aussi. Ma fenêtre donne sur le Trade Center. De cette fenêtre, je peux voir les 2 tours. Ce n'était pas comme une explosion. C'était quelque chose d'immense et d'insolite. Je suis allé à la fenêtre, le ciel était plein de débris. Je n'ai pas compris tout de suite qu'il venait du World Trade Center. Alors quand j'ai regardé à droite et que j'ai vu des flammes sortir de la tour 1, à ce moment-là, mon cœur s'est arrêté. Parce que mon fils travaillait au 97e étage, précisément à l'endroit de l'impact de l'avion. J'ai immédiatement décroché le téléphone et j'ai composé le numéro de la maison. Dieu merci, c'est lui qui a répondu. Il était toujours en retard au travail. Je me souviens que l'un de nos superviseurs a dit que tous les agents qui bossent sur le terrorisme me suivent. Nos regards se sont croisés et il a dit « Tu viens avec moi ». Ce jour-là, j'étais de retour au sein de la cellule antiterroriste du FBI.
Et tout d'un coup, alors que nous nous trouvions là à regarder la tour 1, avec toute la fumée qui en sortait, nous avons vu cet autre avion qui approchait en effectuant un virage. On ne pouvait pas en croire nos yeux. Il a tourné, ensuite il s'est redressé et il a foncé à pleine vitesse sur la tour. Lorsque l'avion a frappé le deuxième bâtiment, il n'y avait plus de si, il n'y avait plus de mais. Nous savions tous ce qui était en train de se passer. Les patrons sont venus vers nous et ils ont dit « Descendons au Trade Center ». C'est ce que nous avons fait. C'était la catastrophe. Les rues étaient jonchées d'un tas de débris. Il y avait des morceaux de corps humains. On a vu des choses tomber des fenêtres que nous pensions être des meubles, jusqu'à ce qu'on aperçoive des bras bouger. À ce moment-là, nous avons compris que c'était des gens. On entendait le bruit de l'impact quand ils touchaient le sol. C'était un vrai cauchemar. Les pompiers qui étaient dans la rue se sont mis à crier « Courez, le bâtiment va s'effondrer ». On a rebroussé chemin et on a vu cet énorme, ce gigantesque, il n'y a pas assez d'adjectifs pour décrire ce grand nuage blanc avec comme du rouge à l'intérieur qui a recouvert l'église. Je crois que c'était Trinity Place avant de débouler sur nous. John et moi, nous avons commencé à courir. Nous nous sommes réfugiés dans un bâtiment qui se trouvait à environ 2 blocs de là. Et on a entendu ce grand vacarme de l'autre côté de la porte. Ça faisait... Et puis quelqu'un a crié que la tour était sur le point de s'écrouler sur le bâtiment où nous étions. Nous sommes tous descendus en courant dans les sous-sols. On y est resté environ 15 minutes, et puis on est remonté et on est sorti. Tout était blanc, tout était recouvert d'une sorte de poudre blanche. Et c'était calme. Comme un silence de mort, comme dans un bocal. Comme quand il neigeait. Exactement. Il n'y avait rien que nous puissions faire, alors tous les enquêteurs sont retournés au bureau. C'était le 11 septembre 2001. فقلت الوقود الذي في الطائرة سوف يوصل الحديد إلى درجة الاحتراق وبالتالي يفقد خواصه. وضرب من هنا فبالتالي العمارة من الجزء المضروب هناك أعلى سيسقط. هو الأسرة المصرية محمد عطا الله يرحمه كان مسؤول المجموعة. صحيح. لكن هم لا يعلمون عن ولا حرف واحد عن ما طبيعة العمل. L'enquête ouverte dans l'heure qui suit les attentats permet aux agents du FBI d'identifier les terroristes et de retracer leur parcours. Ils ont été recrutés 1 an auparavant à Hambourg, puis formés aux États-Unis dans différentes écoles de pilotage. Le FBI et la CIA avaient collecté des informations à leur sujet, sans se les communiquer. Si elles avaient été recoupées au bon moment, auraient-elles pu déjouer le complot et empêcher les attentats? Le FBI a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir empêché cela. Mais je tiens à dire que l'arrestation et les poursuites engagées contre le chèque aveugle, l'affaire sur laquelle nous avions travaillé, la pénétration du premier cercle autour du chèque aveugle, tout cela a provoqué un changement de tactique de la part d'Al-Qaïda. Et si vous regardez le complot qui a conduit aux attentats du 11 septembre, vous verrez qu'il a été conçu et que toute sa logistique a été mise au point en Allemagne. Et quand les auteurs du crime se sont installés aux États-Unis, il leur avait été expressément ordonné de ne pas fréquenter les mosquées, de ne tisser aucun lien d'amitié avec la population locale. L'Amérique forme des pilotes du monde entier. Imaginez ce que l'on aurait dit si nous avions interrogé chaque arabe ou chaque musulman uniquement parce qu'il voulait devenir pilote dans son propre pays. Cela aurait eu des répercussions en termes de liberté civile et sur notre conception de la justice. Au sein du FBI, John O'Neill était probablement le seul agent de haut rang à avoir envisagé qu'Al-Qaïda préparait un attentat contre le World Trade Center.
John travaillait sans compter les heures. On pouvait le voir à son bureau à 10, 11 heures du soir, parler à des ambassadeurs étrangers, passer des coups de fil au Yémen, là où les choses se passaient. John essayait en permanence de faire front à Al-Qaïda, d'avoir toujours une longueur d'avance. C'était quelqu'un qui avait compris la nature d'Al-Qaïda, la nature de l'islam radical et les dangers que nous encourions si on ne prenait pas cette question en considération. Poussé à la retraite en 2001, O'Neill avait retrouvé un emploi. Il était devenu chef de la sécurité au World Trade Center. Et le plus triste, en ce qui concerne John, c'est qu'il a passé peut-être 10 ans de sa vie à traquer Ben Laden. Mais 2 semaines après avoir pris sa retraite, Ben Laden le rattrapait au World Trade Center. C'est là qu'il est mort, dans les tours du World Trade Center, quand elles se sont effondrées. C'était triste de voir cet homme qui a fourni tellement d'efforts dans la traque de cet individu à essayer de le capturer, perdre sa bataille. À la fin, c'est lui qui est mort. En pistant l'argent de Ben Laden, le FBI découvre que derrière leur façade caritative, une kyrielle d'organisations finance le terrorisme. Basée dans les pays du Golfe, elle compte, telles que l'Islamic Relief, des antennes partout dans le monde. Toutes sont issues des frères musulmans. Nous avons découvert que de nombreuses organisations caritatives avaient 2 visages. Certaines d'entre elles proposaient de soi-disant programmes humanitaires destinés à des veuves et à des orphelins, les veuves et les orphelins des Moudjahidines. Une grande partie de cet argent était en réalité versé à Al-Qaïda. J'ai voyagé dans différents pays pour traquer son financement. Il y avait des organismes d'aide au tiers-monde comme Al-Haramain, dont l'argent finançait des activités terroristes. Cela, nous l'avons clairement établi. La vitrine était caritative, mais en fouillant l'arrière-salle d'un grand nombre de ces organismes, on pouvait facilement voir que l'essentiel de l'argent allait vers les camps, qu'ils finançaient l'installation de ces camps, l'achat des armes. Et leurs cadres recevaient un salaire pour faire cela, ainsi que les chefs de cellules de différents pays. D'un point de vue opérationnel, les attentats suicides et simultanés perpétrés aux 4 coins du monde sont la marque de fabrique d'Al-Qaïda. Grâce à Internet et à un nom qui fait office de label, Al-Qaïda révolutionne la structure pyramidale des organisations traditionnelles de lutte armée. Internet change les règles. Maintenant, vous n'avez plus aucune limitation de géographie et de temps. La diffusion est beaucoup plus large, le théâtre d'opération beaucoup plus vaste. Et donc, il n'existe plus vraiment d'organisation hiérarchisée qui contrôle les jeunes recrues ou qui leur ordonne de faire certaines choses, c'est-à-dire de la manière dont les organisations terroristes fonctionnaient avant. À l'époque où nous travaillions sur le recrutement des candidats au djihad, dans les années 80 et 90, il y avait des quartiers, il y avait des mosquées, il y avait des individus qui agissaient sur eux comme des aimants. Il était donc très facile de savoir où se trouvaient les terroristes. Aujourd'hui, avec 20 000 sites djihadistes différents, consultés par des individus dans l'isolement de leur maison, des individus qui n'interagissent que très peu entre eux, il n'est pas étonnant que ce phénomène soit devenu si difficile à combattre. Peu après le 11 septembre, des explosifs sont retrouvés dans les semelles de Richard Redd, un ressortissant britannique membre d'Al-Qaïda appréhendé dans un vol Paris-Miami d'American Airlines. Le journaliste Daniel Pearl, qui enquêtait sur son réseau au Pakistan, est enlevé le 23 janvier 2002. Il est décapité à Karachi devant une caméra vidéo par Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau des attentats contre le World Trade Center, le numéro 3 d'Al-Qaïda. Les attentats du 11 septembre étaient un acte de guerre. La stratégie de Ben Laden, engager les États-Unis dans un conflit long en Afghanistan pour y piéger le tigre de papier, comme naguère l'URSS.
Mais l'offensive de l'Alliance du Nord, soutenue par les Américains qui déclenchent un déluge de feu sur les villes afghanes, surprend les chefs d'Al-Qaïda, qui perdent le soutien des talibans. Je crois que personne n'avait anticipé la très vigoureuse réponse des États-Unis aux attentats du 11 septembre. Souvenez-vous que l'attentat contre l'USS Cole n'avait été suivi d'aucune réplique. Il n'y avait eu strictement aucune réponse des États-Unis contre cette attaque. C'est la raison pour laquelle Al-Qaïda croyait sincèrement que les États-Unis étaient ce tigre de papier, totalement incapable de réagir à une telle agression. Il est clair qu'ils n'avaient pas prévu une réaction d'une telle intensité, à savoir l'invasion de l'Afghanistan, et cela dans un délai aussi court. Assiégé dans les grottes de Tora Bora où il s'est replié, Ben Laden disparaît dans les zones tribales de la frontière pakistanaise. Les talibans sont renversés, mais le pays, loin d'être pacifié. Le détour effectué par les Américains jusqu'en Irak n'était certainement pas inscrit à l'agenda de Ben Laden. Influencé par les néoconservateurs qui veulent profiter du 11 septembre pour renverser Saddam Hussein et répandre la démocratie dans le monde arabe, George Bush agite la menace terroriste et la présence d'armes de destruction massive. Sans obtenir l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, les GI entrent en Irak le 20 mars 2003. Une aubaine pour Al-Qaïda. L'organisation, représentée en Irak par le Jordanien Abu Musab al-Zarqawi, retrouve de la vigueur en s'immisçant à coups d'attentats suicides dans la guerre civile qui éclate dès la chute de Bagdad. L'affrontement entre chiites et sunnites, la présence américaine ressentie comme une occupation et les attentats suicides quotidiens achèvent de plonger le pays dans le chaos. Les Américains sont discrédités pour avoir sécurisé les champs pétroliers avant les populations et pour la multiplication de leurs bavures militaires. Ils sont tout autant affaiblis sur la scène internationale pour avoir fabriqué le scénario des armes de destruction massive. L'arrestation, puis l'exécution de Saddam Hussein, le despote irakien, ne changent rien à la situation. The men on the wall here have put themselves on the list because of great acts of evil. Un mois après les attentats du 11 septembre 2001, George W. Bush, qui a déclaré la guerre au terrorisme, a fait voter devant le Congrès une batterie de mesures rassemblées sous le nom de Patriot Act. Après le 11 septembre, en fait, le jour même du 11 septembre, le président des États-Unis a convoqué une réunion de son Conseil national de sécurité. Et juste après cette réunion, il s'est tourné vers John Ashcroft, qui était alors procureur général, et il a dit « John, assurez-vous que cela ne se reproduise pas. » Bien sûr, nous avions déjà subi une attaque catastrophique contre le World Trade Center en 1993. Nous avions également subi un attentat contre l'USS Cole et contre les tours Khobar en Arabie Saoudite. Nous disposions donc du matériel utilisé pour ces investigations. Nous disposions des conclusions produites par ces investigations et nous avons utilisé toutes ces connaissances, ce long processus d'enquête en cours depuis plusieurs décennies concernant des centaines de milliers de personnes afin de produire un outil de surveillance présentant les 50 propositions qui constituent ce qu'on a appelé l'USA Patriot Act. Des lois d'exception sont promulguées qui facilitent les procédures de surveillance et de détention. Avant même son application, le Patriot Act était accusé de réduire les libertés civiles. Le professeur Viet Dinh, chargé de sa rédaction, s'en défend. La liberté n'est pas un des principes les plus importants de la Constitution des États-Unis. La liberté est le principe même de la Constitution des États-Unis. C'est quelque chose que je sais de manière très personnelle. J'ai grandi en sachant ce qu'est un gouvernement qui ne fonctionne pas. Moi, un enfant du Vietnam, je sais ce que la répression coloniale veut dire, je sais ce qu'est le chaos de la guerre, je sais ce que signifie le totalitarisme communiste. C'est pourquoi nous essayons continuellement de rassurer, d'apporter un maximum de faits qui permettent aux gens de faire le tri entre les fantasmes et les critiques fondées.
Je regrette aussi que le Patriot Act ait été l'objet d'une telle désinformation et qu'il ait été confondu avec la stratégie générale de la guerre contre le terrorisme. Il n'empêche, le Patriot Act autorise les services de sécurité à détenir sans limite et sans inculpation toute personne suspectée de terrorisme. Il aura été la première marche vers la multiplication de zones de non-droit telles les prisons d'Abu Ghraib en Irak, de Guantanamo à Cuba ou les centres secrets de détention de la CIA en Europe de l'Est. La torture, plus ou moins légalisée, l'emprisonnement arbitraire et les mauvais traitements infligés aux détenus écornent les droits humains. Imperceptiblement, ce sont nos libertés les plus élémentaires qui, peu à peu, sont mises sous tutelle. Je n'aime pas enlever mes chaussures avant d'entrer dans un avion. Je n'aime pas vivre dans ce type d'environnement. Je ne supporte pas que des gens me disent « c'est pour votre sécurité ». Je n'aime pas ces mots. Ce sont des mots qui nous incommodent tous. On nous dit « vous ne pouvez pas aller ici pour votre sécurité ». Là, il y a une barrière. J'aimerais que les choses redeviennent comme avant. Si le terrorisme vise à changer notre façon de vivre, de ce point de vue, ils ont réussi. Ils ont d'autant mieux réussi que le terrorisme d'Al-Qaïda n'a pas été vaincu. Il frappe partout dans le monde au cours de la première décennie du millénaire. À Istanbul, le 15 novembre 2003. Les années suivantes à Madrid, à Beslan, à Londres, en 2008 à Mumbai. Principalement, ce sont les pays musulmans qui sont touchés. Indonésie, Philippines, Maroc, Algérie, Pakistan, Irak. En 10 ans, le terrorisme islamiste aura fait près de 10 000 victimes. Avant de subir de lourdes pertes, Imad Mournier, le créateur du Hezbollah, l'initiateur des bombes humaines, est mort en 2008 dans l'explosion d'une voiture piégée, vraisemblablement déclenchée par les services israéliens. Khalid Sheikh Mohammed, le numéro 3 d'Al-Qaïda, le cerveau du 11 septembre qui avait décapité de ses mains le journaliste Daniel Pearl, arrêté en Irak, sera jugé par un tribunal américain. Quant à Ben Laden, l'ennemi public numéro 1, il a été exécuté dans sa villa du Pakistan par les forces spéciales américaines sous le leadership du président Obama. Dans le même temps, un espoir s'est levé dans le monde arabe. Le vent de liberté qui a soufflé au printemps 2011, balayant par la volonté populaire les vieilles dictatures arabes, laisse entrevoir une perspective démocratique dans les pays musulmans, désormais à la croisée des chemins. Car les islamistes, en embuscade, pourraient tout autant ramasser la mise. Alors qu'au Moyen-Orient, le conflit israélo-arabe demeure dans l'impasse, l'Iran, qui veut se doter de l'arme nucléaire, représente une menace existentielle pour Israël et pour le monde occidental. Les voisins de l'État hébreu les plus hostiles, Hezbollah et Hamas, sont armés par la République islamique. Vous autorisez Israël à détenir et à utiliser des armes nucléaires. Elle a plus de 200 têtes nucléaires. Alors que vous menacez d'attaquer des États comme le Pakistan ou l'Iran, sous prétexte qu'ils détiennent ou qu'ils veulent initier un programme nucléaire. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous autorisez Israël à avoir cette arme et pas d'autres? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que nous pensons que si vous aviez la bombe, vous l'utiliseriez. Vous voulez nous donner des armes pour que nous les mangions ou pour que nous les utilisions pour combattre l'occupation? Qu'est-ce que ça signifie? Nous prendrions des armes et nous les laisserions là? Une arme, est-ce que ça sert à faire des photos ou à se battre contre un ennemi? Je ne comprends pas.